Où va-t-il s'arrêter? Premier but en professionnel. Et quel but! La Ligue 1 change de dimension avec un tel joueur. Quelle ambiance, quel match! Geoffroy Guichard était déjà bouillant et Geoffroy Guichard va l'être encore plus. La course au titre est lancée. Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière émission de la semaine sur Onzeo, c'est Total Foot et aujourd'hui deux nouveaux invités, Sharaf Benkerbiche, rédacteur chez Ultimo Diez, est avec nous. Bonjour Sharaf. Bonjour Jérémy, bonjour à tous. La forme? Ça va et toi? Après ce très bel article sur Bruno Genesio, on va en parler ce matin et à tes côtés, Thomas Rassouli, journaliste à 11 Mondial, est avec nous. Bonjour Thomas. Salut. Ça va la forme? Ça va, très bien et vous? En pleine forme. Allez, on va attaquer donc le programme de cette émission. Aujourd'hui, le scan focus sur l'Olympique Lyonnais à 15 jours du derby face à Saint-Etienne. Retour sur le match contre Everton, le cas Bruno Genesio. Place ensuite au football plaisir avec l'AS Monaco, qui est l'ombre de lui-même en ce début de saison. Direction l'Allemagne pour faire le point sur les deux grosses écuries de la Bundesliga, Bayern et Dortmund. Et pour finir, le grand match, El Clasico, Marseille, Paris Saint-Germain. Voici le programme de votre émission, c'est Total Foot et on commence avec le scan. Et on va commencer donc cette émission avec le scan spécial Olympique Lyonnais. Focus sur Lyon avant ce gros match contre Saint-Etienne dans 15 jours. Déjà retour sur ce match contre Everton, on peut dire messieurs, une victoire au mental? Oui, franchement, c'était vraiment une victoire au mental parce qu'en fait, ils ont eu une difficulté par rapport à l'impact physique. Ils ont très bien débuté le match avec le penalty qu'ils ont obtenu. Et après, Everton a réussi à mettre l'impact qu'il fallait. Et c'est à ce moment-là où Lyon, on a vu, ils ont pu répondre à cet impact-là, avec des joueurs comme Traoré et des Memphis Depay qui étaient là présents sur les montées des latéraux. On voyait un Diakaby, il se donnait à 100%, même sur l'action après le premier but de Everton, il sauve le deuxième but. Et c'était vraiment là où on les attendait, ils ont répondu au mental et c'était vraiment intéressant. Thomas, impressionné par cette victoire lyonnaise en terre anglaise? Ouais, impressionné parce que c'est pas évident d'aller gagner à Everton, même si en ce moment c'est pas le Everton qu'on a connu ces dernières années. Moi, ce qui m'a bluffé surtout, c'était leur entame de match, notamment avec ce but qui est arrivé super rapidement, l'entrée fracassante dans ce 11 d'Oussem Aouar, moi qui m'a pour le coup vraiment impressionné, avec un petit repositionnement en position numéro 8, alors qu'on a plus l'habitude de le voir évoluer sur le côté gauche. Non, bon match de l'Olympique Lyonnais. Petit bémol, moi je trouve qu'il y a eu un petit laisser-aller après la sortie de Nabil Fekir. Ouais, le choix de Fekir, il a ressenti une gêne, donc il a demandé à Bruno Genesio le changement. Jordan Ferry est rentré à la place. Ils ont quand même eu chaud les Lyonnais, ils auraient pu se mettre à l'abri bien avant. Il y a eu cette bagarre générale. Williams n'aurait jamais dû finir le match, on est bien tous d'accord sur ça. C'est quand même une victoire très importante pour les Lyonnais quand même. Monaco et Everton, ça fait deux gros matchs remportés par les hommes de Bruno Genesio. Clairement oui, Genesio et son effectif là, ils ont une grosse base pour la suite de la saison. C'est vraiment des victoires au mental. Et après, comme Thomas a dit, il y a eu certaines difficultés. On a vu dès la perte de Fekir, il y a eu des difficultés sur le secteur offensif. Ils ont marqué le deuxième but, c'est sur une montée de Cornet. Et après, franchement, sur le match, le pauvre Maolida, celui qui était en attaque au début, il a eu des difficultés. Il a touché très peu de ballons. Au milieu de terrain, Aouar et Touzard avait aussi une difficulté, c'était qu'il ne pouvait pas monter et créer une supériorité numérique dans l'axe. Donc on se retrouvait avec un double pivot qui n'était pas très en mouvement. Et au final, offensivement, ils ont juste profité des transitions et des espaces créés par Everton pour en profiter. Et avec la vitesse de Memphis et Traoré, c'était très rapide. Thomas, on peut dire que sur ce début de saison, si on prend l'ensemble des matchs, Lyon est quand même sauvé par ses individualités plus que par son collectif. On l'a vu face à Monaco, c'est Fekir qui débloque la situation sur coup de pied arrêté. Hier, c'est Traoré qui nous met une mangère dans un endroit improbable du terrain. Et Lopez qui fait quand même un énorme match, Anthony Lopez, hier. Ouais, effectivement. Pour moi, l'homme fort de cette équipe, c'est Nabil Fekir. Il y a clairement pour moi un Olympique Lyonnais avec et sans lui. Ils se reposent sur leur individualité, oui. On a souvent critiqué leur fond de jeu, qui n'est pas forcément au rendez-vous. Est-ce que ça va tenir sur la durée? Je ne sais pas. En tout cas, les résultats, ils sont là. Ils ne perdent pas. Ils ont perdu que contre Paris, il me semble, depuis le début de saison. Ils enchaînent pas mal de matchs nuls, mais ils ont des victoires importantes contre Monaco, contre Everton ici. Des individualités, pardon, tu en as parlé. Je vais en reparler encore une fois, mais je pense que certains doivent se montrer, comme Aouar. Maoulida, peut-être pas forcément montrer ce qu'on attendait de lui hier, mais dans un match comme ça, dans une ambiance qui est assez particulière, c'est pas forcément évident.
Faudra voir avec le temps s'ils vont réussir à trouver ce collectif, à trouver cette alchimie qui collerait à ce système. Mais il faut, pour moi, garder ce système-là pour le moment. On en parlera sûrement. Cette équipe lyonnaise, voilà, on va dire qu'elle est tensée depuis quelques mois, notamment à cause d'un homme qui attire toutes les tensions, c'est Bruno Genesio. Sharaf, tu as écrit un article hier sur Bruno Genesio. On va juste le retrouver en conférence de presse quand il évoque sa comparaison avec Pep Guardiola. On va parler de sa com, de Bruno Genesio, et on va voir si c'est pas un peu comme Raymond Domenech. Il est un peu dans la provoque, notre ami Bruno Genesio. On le retrouve, Bruno Genesio, en conférence de presse par rapport à la comparaison avec Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City. De toute façon, les choix sont toujours compliqués. C'est pas lié à l'investissement ou au statut des joueurs. Parfois, quand vous faites un choix entre deux joueurs, ça se tient tellement à peu de choses que on se pose plein de questions avant. Est-ce que c'est l'un, est-ce que c'est l'autre? Et parfois, vous n'avez même pas la réponse en faisant le choix. Ça aussi, je vais citer un grand entraîneur, Guardiola, qui, dans un reportage, a dit ça. Il dit que parfois, il aligne un joueur et il ne sait pas pourquoi il aligne celui-ci et pas l'autre. Enfin, il ne le sait pas. Voilà. Donc, non, il n'y a pas de... Pour moi, c'est toujours en fonction de l'équipe, améliorer l'équipe, faire l'équipe qui est la plus performante possible avant le match. Ce qui est toujours plus dur de faire qu'après le match. Bon, il a obtenu un résultat positif hier, mais bon, quand même, ce cas Bruno Genesio, ça peut être vraiment un problème pour l'Olympique Lyonnais dans les mois à venir, Sharaf? Clairement, oui. Là, il est vraiment en train de se lâcher, clairement. Sa communication prouve que c'est un homme qui est en pleine confiance. Il est en sécurité sur son poste. Jean-Michel Aulas le protège à chaque fois. Les résultats le suivent. Donc à ce moment-là, il prend un peu plus de confiance. Et dans le jeu, c'est à ce moment-là, comme on a pu le dire et redire, il tourne vraiment autour des individualités. Et à un moment ou à un autre, si on voit un Nabil Fekir blessé, on voit il y a un remodelage tactique avec un joueur qui vient, ça peut créer certaines difficultés dans le jeu. Et à ce moment-là, on va avoir un Lyon en très grande difficulté. Et là, Genesio va être en difficulté sur son poste, je pense, et sur les résultats qui vont suivre. Thomas, sur le cas Genesio aussi, la provoque de Jean-Michel Aulas, on a vu avec ce tweet hier après le match, exceptionnelle victoire, énorme match. Thomas, sur le cas lyonnais. Ouais. Sur le cas lyonnais, pour revenir sur ce qu'il dit, c'est peut-être mieux effectivement de savoir qui t'aligne avant le match. Ensuite, moi je trouve qu'on est peut-être un peu sévère avec Bruno Genesio depuis le début. Depuis sa mise en place, on dirait, pour moi en tout cas, qu'il subissait un peu l'équipe qu'on lui donnait, quoi. C'est-à-dire qu'on lui a donné, la saison dernière, il passe sa saison à composer avec des individus aussi comme Lacazette. Quand il n'y a pas Lacazette, tu mets qui? En défense, avant l'arrivée de Marcelo, pour moi, qui était ultra nécessaire, il n'y avait pas forcément de patron en défense. On voit que Diakabi peut-être, ça peut être le jour et la nuit, il peut très bien faire une boulette comme il a fait hier un moment contre Everton, et 5 minutes après, il est incroyable sur 3 interventions. On a souvent tendance à dire que Claudio Ranieri est le bricoleur. Moi, je trouve aussi que Bruno Genesio, c'est aussi un peu un bricoleur. Après, il prend des risques cette saison, mais en même temps, c'est cette saison ou jamais pour Bruno Genesio. Si les résultats ne sont pas à la fin de la saison, on a souvent parlé de son vestiaire qui apparemment avait une place trop prépondérante. Le vestiaire, les Lacazette, Tolisso, les gars du centre de formation à la base, ils sont plus vraiment là. Il n'y a plus que Ferry et Lopez, entre autres. L'équipe, elle est toute nouvelle. C'est à lui de bien amener jusqu'au haut de classement, on l'espère. Après, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais il y a certaines difficultés. Là, les individualités sont arrivées. Il y a Marcelo, il y a Traoré, il y a Tété. Franchement, il y a certains joueurs où il y a de la qualité. Mais à ce moment-là, quand on voit certaines équipes en 1 mois, 2 mois, il y a une recherche tactique à avoir. Et là, Lyon, on est au mois d'octobre, quasiment au mois de novembre, et on voit que tactiquement, il y a encore certaines difficultés. On voit un double pivot jamais en animation, on voit des joueurs excentrés, où on voit un Tété, un Traoré, toujours en train de chercher l'exploit individuel pour créer le décalage. Et c'est à ce moment-là où Lyon, même s'il y a les individualités, pardon, comme tu le dis, mais à ce moment-là, c'est pas normal. Parce que si ils vont rencontrer un bloc comme Ranieri, s'ils rencontrent un bloc très compact et qui sera tout le temps en mouvement, à ce moment-là, les individualités ils vont être ruinées. Et à ce moment-là, Genesio, je ne sais pas ce qu'il pourra faire. Parce que si son effectif ne tourne pas déjà de base avec les individualités, ça va être là le gros problème. Après, toujours pour revenir là-dessus, moi je pense que les individualités en question à l'OL,
ils sont pas tous à 100%. Nabil Fekir aujourd'hui porte l'équipe, alors que pour moi, Memphis Depay doit être largement au-dessus de ça. Si on a un Memphis Depay en pleine possession de ses moyens, Mariano Diaz qui marque quand même, il faut le dire. Mais Il a très bien réussi son intégration. C'est rare qu'on voit des joueurs sud-américains réussir aussi vite leur intégration en France. Hein. C'est vrai, après il est un peu léger sur certaines actions, il profite, je vais pas dire qu'il se cache derrière ses buts, le rendement il est là. Après dans le jeu il pourrait apporter bien plus que ça. Bertrand Traoré pour moi est super pour le moment, mais je pense que si ces individualités passent encore un cap, tout en travaillant leurs automatismes ensemble, il faudra d'abord qu'ils arrivent tous au même niveau pour se porter vers l'avant. C'est clair. Mais après, on voit surtout qu'un Traoré, c'est ce genre de joueur, par exemple, l'année dernière à l'Ajax, il fait un début de saison monstrueux, mais après, il a pris une prise de confiance où il prenait le ballon. Et on connaît le jeu de l'Ajax de l'année dernière, c'était vraiment du jeu en mouvement avec une possession. Et à ce moment-là, on voyait un Traoré toujours dans l'exploit individuel parce qu'il disait j'étais en pleine confiance. Ouais. Dès qu'il tirait limite, c'était cadré où il y avait but, où il y avait une passe décisive. Donc à ce moment-là, il se disait bon bah je tente. Et c'est là ce qui se passe à Lyon. Même s'il met le but hier, il est extraordinaire. Mais on voit il y a 3 frappes, il est sur son pied gauche à la place d'enrouler, il met une grosse praline qui va quasiment au-dessus des tribunes. Ça, c'est des choses qu'on va voir encore plus. Et après, Memphis Depay, je suis totalement d'accord avec toi. C'est un joueur de qualité. C'est un joueur qui peut apporter à Lyon, quoi qu'il arrive. Mais c'est ce genre de joueur où on a le plus de difficultés. C'est vraiment que c'est des individualistes. Et c'est à ce moment-là où, si le collectif ne tourne pas, ils peuvent prendre le ballon et vraiment croquer. Un petit point rapide sur le gros match qui attend Bruno Genesio. Ça va être scruté par tous les supporters lyonnais. Et là, Aulas ne pourra pas faire de la com, Sharaf. C'est sur ce derby face à Saint-Etienne. Il va y avoir aussi un duel face à Oscar Garcia. Saint-Etienne, dans l'animation défensive, c'est assez impressionnant en ce début de saison. Ça va chercher très haut. Il y a un gros pressing. Il y a Diouf qui fait un sacré travail au milieu. Ça va être un sacré défi, ce match pour Bruno Genesio face à Oscar Garcia, à Geoffroy Guichard. Bah clairement, ouais, comme tu as dit, c'est un bloc équipe qui vraiment va chercher l'adversaire, n'a pas peur. On a vu face à Paris, les 15 premières minutes, ils sont allés les chercher, même s'ils perdent. Mais 3-0, c'est pas... Ouais, mais il y avait des intentions quand même, il y avait des belles intentions de jeu, même si c'est vraiment un effectif jeune. Et on a vu hier, Everton, sur les 20-25 dernières minutes de la première mi-temps, ils sont allés les chercher. On voyait un Diakabi obligé d'allonger, un Lopez obligé d'allonger. Et c'est à ce moment-là où je pense que Saint-Etienne peuvent créer quelque chose, c'est vraiment sur ce pressing et sur l'harcèlement qu'ils vont avoir sur les joueurs, sur les attaques placées et les relances lyonnaises. Et ça peut créer vraiment des gros décalages. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu quand même de doute sur Lyon qui arrive à Saint-Etienne. Toujours quand Lyon arrive à Saint-Etienne, on dit bon, Lyon a un effectif largement au-dessus de Saint-Etienne. Ils ont la place. Là, Saint-Etienne, dans ce début de saison, ils rivalisent plutôt très bien avec les Lyonnais. Mais ce match à Saint-Etienne, ça va être pour moi le vrai test. C'est vraiment ce qu'on est en train de dire en ce moment. C'est est-ce que Lyon peut mettre en place ce collectif qu'on attend? Est-ce que c'est pas trop facile de se reposer sur ses individualités? Moi, je pense que pour des matchs comme ça, il faut des patrons. Jusqu'à aujourd'hui, à part Nabil Fekir qui porte le brassard et quasiment toute l'équipe, j'en vois pas d'autres patrons. Pour moi, Lucas Touzard, il peut peut-être incarner ce genre de joueurs qui peuvent te porter, mais il n'en faut pas qu'un, que deux. Je sais pas, j'attends peut-être un peu plus de Marcelo qui est assez solide depuis, en tout cas dans l'axe depuis ce qu'on attendait de lui. Va falloir se montrer pour les hommes de Bruno Genesio. De toute façon. Bon, ça sera intéressant, ça sera dans 15 jours, ce match dimanche 5 novembre, Saint-Etienne-Lyon, match que vous pourrez d'ailleurs suivre en intégralité et en rediffusion sur 11 dès le lundi. Nous, on va passer à la séquence football, plaisir, on va s'intéresser à Monaco et ce nouveau cycle côté monégasque et au club allemand, la Bundesliga, Bayern Munich, Dortmund, football, plaisir. Bon, Monaco, messieurs, ils nous ont encore déçus, les Monégasques face à Beşiktaş cette semaine. Est-ce qu'on est vraiment dans un nouveau cycle pour Monaco, comme chaque année, à chaque fois, là, il y a une très grosse année où ils font un gros parcours en Ligue des Champions. Puis l'année d'après, il y a cette petite phase de remodelage. Bah ouais, franchement oui, c'est clairement un renouveau total dans l'effectif. Ils perdent Bernardo Silva, ils perdent un Bakayoko qui, quoi qu'il arrive, était indispensable à l'équipe. Il y a un renouvellement total. Mbappé, offensivement, c'est celui qui crée les décalages, il n'est plus là. Et oui, bien sûr. Et en plus, ça va encore plus marquer la saison dernière. On disait qu'ils étaient en sur-régime, mais certains avaient des doutes sur ça. Et là, on le voit clairement. On voit un Ronny Lopez qui n'est pas encore au niveau, un Lemar qui revient de blessure et qui est encore pas au niveau, Fabinho, même si c'est un professionnel, au final aussi. Et c'est à ce moment-là où Jardim, là, il est fort. C'est que je pense que dès que ça va commencer à retourner, ça peut faire très mal. Mais oui,
À mon avis, on ne peut pas compter sur eux pour faire mal à un PSG comme on voit, comme mercredi, où dès que ça accélère, ça fait très mal. Et c'est là où il y aura certaines difficultés pour la Ligue 1. Thomas, avant ta réaction, on va retrouver Djibril Sidibé qui est en conférence de presse d'après-match et qui nous parle de ce résultat face à Beşiktaş et les possibilités pour Monaco de se qualifier pour la Ligue des Champions. En tout cas, finir dans les 2 premiers, ça va être dur pour Monaco. C'est sûr que maintenant c'est très compliqué. On avait à cœur de bien entamer ce match. Ils nous ont mis en difficulté. Je ne vais pas dire qu'on s'est créé des occasions, mais de belles situations. Après, on a été victime quelque part de leur expérience. Je pense qu'il y avait quelque chose à jouer. Maintenant, on va regarder de l'avant. On n'a qu'un point, on est dernier. Maintenant, ça ne dépend pas de nous. Donc on va continuer à espérer tant qu'on peut espérer tout simplement. C'est sûr qu'il manquait beaucoup d'ingrédients. Après à ce niveau-là, ça paye cash. Il manquait de l'agressivité, de la vitesse. Alors, je sais qu'on a perdu beaucoup de joueurs, mais bon, le passé c'est le passé. Aujourd'hui, on va se reconcentrer sur ce qu'on sait bien faire. Voilà, chacun il va se remettre en question et puis on va discuter tranquillement et puis pour essayer de renouer avec la victoire simplement. Bon Thomas, il y en a un qui n'a pas besoin de se remettre en question, c'est Radamel Falcao, qui est peut-être la seule bonne nouvelle côté monégasque en ce début de saison. 14 matchs, 14 buts, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ouais, tu m'enlèves l'expression de la bouche. C'est exactement ça. Monaco a fait un super début de saison. En enchaînant les victoires. Mais quand tu te rends compte exactement, 14 buts pour Radamel Falcao depuis le début, l'équipe, c'est lui qui la tient. Djibril Sidibé disait justement tout de suite que beaucoup de joueurs sont partis. Moi, j'ai l'impression qu'il y a trop de joueurs qui sont partis. Parce que tu as ceux qui ont effectivement quitté le club, mais pour moi, Camille Glick, aujourd'hui, il n'a pas le niveau qu'il avait avant. Fabinho aussi déçoit, je trouve, un petit peu. Il est parti dans la tête. Exactement. Donc Thomas Lemar, donc lui, c'était plus une question d'indisponibilité plus que ça. Mais t'as l'impression qu'il n'y a que Radamel Falcao qui est resté par rapport Subasic, très fébrile. Subasic, très quand même, fébrile. On ne l'a jamais vu comme ça. Subasic nous a toujours impressionné quand même. Ouais, franchement, là, les buts qu'il prend en Lyon, c'est très inquiétant. Et c'est là où, franchement, on a besoin d'une base défensive pour recréer un effectif. C'est là où, comme Thomas a pu dire, Camille Glick, il faut qu'il revienne au niveau. Il faut qu'un Subasic revienne en taille patron et rassure tout le monde parce qu'on voit Kongolo qui joue de temps en temps. Il a certaines difficultés, même s'il joue à un poste qui n'est pas le sien. On voit un Djibril Sidibé, lui aussi, qui a certaines difficultés par rapport à la saison dernière, parce qu'il avait une animation avec Bernardo Silva qui lui crée les espaces. Là, il a du mal à s'entendre avec Ronny Lopez. On voit aussi certains nouveaux qui ont des difficultés. Le Adama Touré, celui qui a marqué le but face à Lyon, c'est un très bon joueur, mais on voit qu'il n'est pas encore dans le système, comme Keita Baldé, comme Jovetic. C'est des joueurs qui doivent rentrer dans le système, et sans cette base-là, ils vont avoir certaines difficultés. Et c'est là où Jardim doit vraiment beaucoup travailler pour remettre tout le monde en confiance. Dans ce groupe monégasque, il y a Leipzig, et on va passer donc à la Bundesliga, s'intéresser surtout au Bayern et à Dortmund. Bon Sharaf, on va commencer avec le Bayern. Juste avant vos réactions, on va entendre l'entraîneur de la Mannschaft, Joachim Löw, qui parle à propos de Jupp Heynckes et le retour au Bayern Munich. Ich freue mich, dass der Jupp Heynckes jetzt auch wieder sozusagen aus seinem Ruhestand zurückkommt. Das war ja wirklich auch nicht mehr zu erwarten, weil er hat ja mal irgendwie gesagt, nach 2013 und einem Triple, ja, besser kann man eigentlich nicht abtreten, hätte man das nicht mehr unbedingt für möglich gehalten. Ich freue mich, dass er zurückkommt, weil er ist ein absoluter überragender Trainer, der hohe Fachkompetenz besitzt und vor allen Dingen einfach auch die Gabe hat, irgendwie über seine empathischen Werte, die er hat, einfach auch mit den Spielern irgendwie einen guten Umgang hat, aus ihnen dann auch viel rauskitzeln kann, wenn es sein muss in der Situation. Von daher finde ich das eine sehr gute Lösung, ja, die Bayern gewählt hat, absolut. Die Spieler, die jetzt bei uns sind, die vertrauen ihm auch. Das konnte man ja so ein bisschen raushören aus manchen Statements, die sie gegeben haben, weil die haben mit ihm schon zusammengearbeitet, der Jérôme und der Manuel Neuer, der Thomas Müller. Also die wissen, was auf sie zukommt. Voilà pourquoi j'ai pris LV2 espagnol à l'époque. Messieurs, sur Joachim Löw, bon, Bayern forcément dépend énormément l'Allemagne dépend énormément du Bayern Munich, en tout cas la Mannschaft. C'est une bonne nouvelle ce retour de Jupp Heynckes et c'est une énorme surprise, Sharaf, on ne l'aurait jamais cru. Franchement, oui. Tout le monde attendait un Thomas Tuchel ou un Julian Nagelsmann qui venait, ou même un autre gros nom. Et d'un coup, on a entendu un Jupp Heynckes revenir. Et je pense que les dirigeants du Bayern ont fait le très bon choix. Parce que, comme il a pu dire Joachim Löw, c'est un entraîneur qui est venu, il part une saison où il fait un triplé.
il va remettre des joueurs en confiance. On voit le match où il gagne 5-0 face à Fribourg. C'est un effectif qui va devenir très impressionnant. On était avec un système où Ancelotti voulait garder la possession. Il était en train d'hésiter avec un milieu à 2, un milieu à 3. Il essayait de garder la possession comme face à Paris. Et là, on voit un effectif vraiment en bloc médian, un pressing en bloc médian. On voit vraiment une transition où ça va très vite à la Jupp Heynckes comme en 2012. Et là, franchement, ils peuvent faire très très peur. Et vu qu'ils vont sortir de l'ombre, ça peut faire encore plus mal. Le match retour Bayern Munich-PSG, ce ne sera pas la même chose que le PSG Bayern Munich, Thomas. Ce ne sera pas la même chose sûrement. Après, je ne sais pas si c'est forcément une très bonne nouvelle pour le Bayern Munich. Ça marche très vite parce que dans le fond, c'est ce qu'ils faisaient il y a 4-5 ans quand Jupp Heynckes est parti. Le Bayern, ils essayent de se rassurer en fait en faisant revenir quelqu'un. Ils ont déjà fait 2 paris, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti. Les résultats n'ont pas forcément été là. Alors oui, ils sont champions d'Allemagne, mais c'est limite une formalité quand tu regardes l'effectif. Et ils le seront encore cette année, à mon avis. C'est à la fois rassurant pour eux parce que je pense qu'ils auront de bons résultats en Bundesliga et en Ligue des Champions cette année. Parce que la formule elle marche, Jupp Heynckes ça a marché, l'effectif il est pléthorique, tous les postes sont doublés. Au-delà de ça, pour la suite, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu fais revenir quelqu'un comme ça qui avait déjà pris sa retraite, est-ce que le pari, il ne fallait pas le faire tant que la saison était lancée? Après, oui, je suis d'accord avec toi. C'est un risque, on va voir sur les gros matchs. Mais en fait, le problème du vestiaire du Bayern, c'est la confiance. On voit des joueurs comme Robben qui avaient des difficultés avec Ancelotti. On disait qu'ils n'avaient pas beaucoup d'intensité à l'entraînement. Et là, c'est des joueurs en pleine confiance. On voit Jupp Heynckes est parti, Ancelotti est parti, on voit l'entraînement d'après, ils avaient le sourire. On avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui les avait lâchés, ils étaient tout contents. Et c'est à ce moment-là où cet effectif-là peut être impressionnant. Je pense qu'en termes d'animation, c'est à peu près de l'autogestion. Ils savent très bien comment tourner. Et c'est là où Jupp Heynckes peut apporter quelque chose. Et pour revenir à ce que tu dis par rapport au choix de Jupp Heynckes, je pense, à mon avis, je me lance, mais on verra. C'est un choix qui va tenir sur 6 mois. Et à mon avis, les spécialistes allemands pourront le dire, le coach qui va venir pour récupérer le Bayern, ça va être Julian Nagelsmann. C'est le coach qui va venir et qui va faire changer le système et qui va faire changer l'équipe. Et déjà, avant qu'il aille à Hoffenheim, les dirigeants du Bayern voulaient le réserver pour l'après-Pep. Donc à ce moment-là, je pense que c'est ça qui va arriver. Par rapport au Bayern, quand même, le cas Ancelotti, bon, très rapidement, messieurs, mais Ancelotti, partout où il est passé, c'était, on l'a vu revenir à Stamford Bridge, limite tous les supporters voulaient lui faire un câlin. On n'a jamais vu ça, Ancelotti aussi décrié dans un club, Sharaf ou Thomas, sur Carlo? On n'a jamais vu ça. Après, dans le fond, il a fait ce qu'on attendait de lui au niveau du championnat. Le seul bémol, c'est la Ligue des Champions, mais si vous vous rappelez bien, la saison dernière, c'est une double confrontation hyper polémique contre le Real Madrid. Alors l'équipe, évidemment, le Real, c'est un morceau, ils avaient le niveau, mais c'est... Je ne vais pas dire qu'il perd sa place sur des faits de jeu, mais s'il va en finale de la Ligue des Champions l'année dernière et s'il la gagne, est-ce que ça ne change pas tout cette année? Après, ouais, il y a aussi la difficulté où il a eu par rapport à la gestion de ses transferts. Il a récupéré Tolisso qui voulait absolument, il a récupéré James Rodriguez qui voulait absolument. Et après, il y a eu certaines difficultés par rapport à ça aussi, c'est que les deux, ils ne savaient pas où les placer. On voit le match face à Paris, il met un James Rodriguez à gauche. Le pauvre, il est transparent, c'est pas de sa faute pour moi, parce que c'est un joueur de l'axe. Tolisso aussi, il était transparent. Il y avait Thiago et Vidal. Tolisso qui était à sa place pour le coup. Lui. Oui, mais le pauvre était un peu caché par rapport à Vidal et Thiago qui prenaient le ballon. Et là, qui prenaient des risques, il sera à la mi-temps. Et c'est là où il y a eu certaines difficultés. Et je pense que c'est là aussi les dirigeants du Bayern voulaient vraiment des résultats directs, vu que c'était des joueurs qu'ils voulaient. Ils voulaient vraiment les mettre dans l'animation directement. Et c'est aussi ça qui l'ont fait mal. Après, oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi, les résultats, c'est des résultats suffisants pour un petit club ou un club moyen. Mais pour un club comme le Bayern, où ils se prennent une tôle face à Paris et ils sont en quart de finale de Ligue des Champions l'année dernière, c'est pas suffisant et c'est un club qui veut vraiment gagner la Ligue des Champions le plus rapidement possible. Par rapport en face du Bayern, il y a le Borussia Dortmund qui nous a sorti, on va dire, une sacrée purge à Nicosie cette semaine. Bon, ça fait quand même 2-3 purges qui nous sortent. Il y a aussi contre Leipzig où ils perdent à domicile. Votre avis sur ce Borussia Dortmund, peut-il vraiment faire trembler ce Bayern Munich? Moi, je pense pas. Je pense que, mais plus par rapport au fait que le Bayern, pour moi, la machine va se remettre en route et ça va être un rouleau compresseur et ça va marcher pour eux. Après, pour moi, il y aura que Leipzig qui peut un peu les concurrencer en Bundesliga. Il y a eu pas mal de changements quand même dans ce Borussia Dortmund, au niveau du coach déjà. Ousmane Dembélé évidemment est parti. Ils ont fait venir Yarmolenko sur les ailes. Je trouve que cet effectif est assez bouleversé.
pour moi, a perdu un peu en qualité. Peut-être qu'il faudra attendre que les automatismes soient un petit peu plus trouvés, même si le jeu reste assez fluide. Il y a toujours cette balle qui circule vite avec le Borussia Dortmund, mais on l'a vu face au Real Madrid, notamment avant la purge de Nicosie, notamment où ils ont montré un beau visage, mais loin de ce que proposait le Real, quoi. Sharaf. Après, franchement, c'est un effectif qui tourne en ce moment. Mais ils ont une difficulté, comme on a pu voir face à Nicosie, ils ont affronté un effectif qui ne voulait vraiment pas jouer au football. C'était 2 lignes de 4, vraiment bien serrées, ils voulaient faire le match nul. Et c'est là où Dortmund a vraiment des grosses difficultés. On a pu le voir en championnat face à Fribourg, ils font 0-0. C'est vraiment 2 lignes de 4. Et c'est là où j'attends un Peter Bosz un peu plus pragmatique. C'est un entraîneur de base très dogmatique et classe Cruyff. Et c'est là où on voit vraiment qu'il essaie de créer certaines différences. On voit à un moment pendant le match, il passe à 3, il essaie de créer une nouvelle animation. Et comme tu as pu dire, il perd en qualité, en individualité. On voit un Maximilian Phillips qui était vraiment sur régime au début de saison. Il marque 4 ou 5 buts. On voit un Pulisic, on ne sait pas s'il va être titulaire, s'il va être remplaçant. Yarmolenko, il arrive, il rentre dans l'effectif directement. Et c'est là où j'attends encore plus un Dortmund. C'est un effectif qui est toujours en mouvement. Clairement, il y a le pressing, il y a les intentions. Mais défensivement, le match face à Leipzig, ils en prennent 3. Pourquoi? Parce que tu as un bloc équipe qui va directement sur le pressing. Et on voit Socrates avec ses pieds. Désolé, c'est pas un artiste. C'est vraiment des parpaings. Et c'est à ce moment-là où on va voir un Peter Bosz un peu plus pragmatique. Et ça va peut-être te contredire, mais je pense que Dortmund, à la fin de la saison, il faudra attendre si ça repart et ça retourne. Parce qu'il y aura un Guerrero qui va revenir, un Reus qui va revenir, et tout le monde va revenir. Je lui trappe très rapidement. Très rapidement. Le problème aussi avec Dortmund, c'est les blessés. Aussi, ouais. On a Marco Reus qui est normalement censé ça tailler fait patron. 3 ans qu'il est blessé. Voilà. Donc, mais c'est toujours comme ça. On a eu Götze qui était absent pendant. C'est la stabilité qu'il va falloir trouver avec ce Borussia Dortmund. Après l'Allemagne, on va retourner en France et le Classico, le grand match du dimanche soir. Ou la grande fessée, ce sera la grande question dans quelques minutes. Le Classico, le grand match, OM, Paris Saint-Germain. Donc ce match, messieurs, Marseille-PSG. Marseille s'est imposé 2-1 hier avec un très beau but, notamment de Ocampos et encore une nouvelle fois un très grand Steve Mandanda. On a pris un duel sur ce match qui peut être très intéressant. Le numéro 3 de l'équipe de France, Alphonse Areola, qui est en feu en ce moment, notamment face à Anderlecht, et le numéro 2 de l'équipe de France, Steve Mandanda. C'est un vrai duel dans le match pour vous deux? C'est un duel, oui, mais ce ne sera sûrement pas les mêmes critères pour juger, parce que on parle de deux gardiens qui ne sont pas du tout habitués à vivre le même quotidien, quoi. Qui ne vivent pas du tout les mêmes matchs. Je veux dire, un Steve Mandanda, il a passé son début de saison à se faire artiller par toutes les attaques de Ligue 1, quand c'était pas en Ligue Europa, alors qu'Alphonse Areola, de manière générale, est beaucoup moins sollicité. Alors, c'est pas pour autant que c'est plus facile, puisqu'un gardien, pour moi, est beaucoup plus efficace peut-être quand il est plus habitué à être sollicité. Et, on l'a vu avec notamment Kevin Trapp la saison dernière, quand il prend 2 tirs dans le match, un sur 2 fait but, mais en même temps, il n'est jamais sollicité sinon. Ce sera à suivre. En tout cas, je pense que Steve Mandanda a un rôle hyper prépondérant à jouer sur ce match. Après, pour suivre ce que tu dis, Steve Mandanda, je pense que ce week-end, il va bien dormir après le match. Il y aura beaucoup de tirs, il va vraiment subir. Et oui, après, pour revenir à ce que tu dis, Areola, il commence à devenir en taille patron parce que, comme on dit, un grand gardien dans une grande équipe, si c'est un tir, c'est un arrêt. Et c'est là où il commence à être intéressant parce qu'au début de saison, on voyait qu'il y avait quasiment un tir, un but. C'était clairement ça. Et là, je pense que le match face au Bayern, ça lui a fait du bien parce que c'était un match où il a pris de la confiance. Il a fait certains arrêts qui ont fait la différence. Et ça peut créer la différence sur le match, oui et non. Si on voit un Steve Mandanda en forme, je pense que le match, ça peut être très intéressant pour les gardiens. Ça va être un peu spectaculaire. Ouais. Mais si on voit un Steve Mandanda qui se lève du pied gauche, ça peut être très très long pour lui. Bon, ce match dépend aussi de l'implication de certains joueurs parisiens. On va les retrouver, les joueurs parisiens, en conférence de presse. Un joueur extra et communautaire qui est Marquinhos, qui connaît quand même le Classico PSG Marseille. Et de l'autre côté, un enfant parisien, un titi parisien comme on dit ici, monsieur Adrien Rabiot, qui est en conférence de presse d'après-match. Déjà, ce soir, on va profiter un petit peu de cette belle ambiance. On a gagné, on va rentrer à la maison, on va profiter un peu. Et dès demain, déjà, il faut penser à ce match très important. C'est un match particulier, un match très très beau à jouer et surtout quand tu gagnes, alors on va tout faire pour gagner. Peut-être pour les supporters, c'est un match très spécial.
Voilà, parce que le PSG c'est leur vie. Je pense qu'ils sont vraiment dedans pour toute l'histoire qu'il y a. Avant même qu'on arrive ici au PSG, depuis le début, de l'époque des High et tout ça, il y a vraiment une histoire à part. Mais nous, joueurs, on comprend très bien cette histoire, cette émotion qui joue à ce match-là. Alors on va bien se concentrer pour nous donner la joie à notre supporter sur ce match-là. Ouais, bien sûr, de mon côté, dans mon quotidien, depuis plusieurs semaines, on parle de ce match. Surtout, c'est important vraiment pour nos supporters. On sait à quel point ils attendent ce match et à quel point ils veulent le gagner. Donc, les étrangers connaissent un peu moins cette rivalité, mais nous qui sommes de la formation, on connaît ça et on sait que les supporters vont nous attendre. Voilà, la cote d'ailleurs de ce Marseille-Paris Saint-Germain au Vélodrome s'affiche juste en dessous. Bon, si vous êtes joueur, vous mettez le petit 1 ou le petit N. Après, vous faites ce que vous voulez. Messieurs, sur ce match, Paris va avoir les clés du match. Si Paris est en mode armada, Marseille ne pourra rien faire. Ça va être super compliqué pour Marseille, on va pas se voiler la face. Normalement, ils doivent prendre une valise. Si le PSG joue comme il joue depuis un mois maintenant, ils ont quasiment pas baissé de pied, si ce n'était contre Montpellier. Alors évidemment, il n'y avait pas Neymar et ils ont joué sur un champ de patates. Mais là, la pelouse, elle sera belle, ce sera au Vélodrome. Est-ce que le Vélodrome, ce sera aussi la question, peut faire pencher la balance? Moi, je pense pas. Je pense que, puisque de toute façon, je pense que clairement cette année, il y aura un championnat avec le PSG d'un côté et les autres équipes qui se battront de la deuxième place à la dernière. Charaf, il faut mettre les barbelés, la muraille derrière et faire un gros match physique pour espérer faire tomber ce Paris Saint-Germain, ou en tout cas l'embêter le plus possible. Après oui, clairement, là c'est moins le PSG qu'on va s'inquiéter, c'est surtout Marseille. On va voir l'animation qu'ils vont mettre en place. Si on voit un Olympique de Marseille comme le premier match de Rudy Garcia, où c'était vraiment un aspect où ils voulaient vraiment chercher le match nul pour être rassurés, ça peut être le cas. Mais c'est vraiment là où ça va créer la différence. On peut voir, comme hier, on voit un Patrice Evra qui a joué. S'il joue dimanche face à un Mbappé, avec en fait, on va plus prononcer son nom à Patrice Evra parce que je te jure, pour moi, c'est vraiment une caricature du joueur qu'il était, vraiment. Oui, franchement, c'est triste à voir, mais c'est très triste. À ce moment-là, c'est vraiment sur le match de dimanche, si on voit un Patrice Evra titulaire et un Mavi sur le banc, ça peut être très long. Et en plus, on voit une défense centrale qui n'est pas instable. On voit que depuis le début de saison, il y a eu 2 matchs avec un clean sheet. Après tout le reste, ils ont encaissé un but. Et c'est là où il y aura certaines difficultés. Et après, en termes d'animation offensive, ils ont les joueurs pour créer la petite étincelle ou la petite difficulté. Mais c'est vraiment sur le secteur défensif. Et si on voit surtout un Luis Gustavo comme sur ce début de saison, désolé du terme, mais en découpeuse et en hacheuse qui va découper les jambes, ça peut être intéressant pour apporter l'impact physique et apporter ce truc qui manque à Marseille sur certains matchs. Après, il faut voir. Il faudra voir surtout selon Rudy Garcia. T'inquiète pas, normalement les stadiers ne laisseront pas rentrer Patrice Evra sur la pelouse du Vélodrome. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce Total Foot. Bon, j'espère pour vous bien sûr un week-end football plaisir. On l'espère. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur 11 &. On se retrouve dès la semaine prochaine pour vos nouvelles émissions. Au programme, beaucoup de matchs la semaine prochaine avec le retour de la Coupe de la Ligue. Saint-Étienne-Montpellier, le derby corse, Gazélec-Ajaccio face à l'AC Ajaccio. Merci de nous avoir suivis sur 11 &. Et bien sûr ce week-end, football plaisir.